Chouette, chapitre 15. La mission Maman Paula était simplement trop risquée. Quelqu'un ou quelque chose serait aux aguets. Les chiens de garde avaient beau ne plus être là, le groupe ne laisserait pas longtemps le site de la nouvelle crêperie sans surveillance. Outre de se faire prendre, Roy avait très peur de faire quelque chose d'illégal, et pas moyen de se voiler la face. Un acte de vandalisme était un délit, même pour une noble cause. Pourtant, il n'arrêtait pas de penser au jour où les bulldozers détruiraient les nids des chouettes. Il voyait les papas et les mamans voleter en rond, impuissants, tandis qu'on étouffait leurs bébés sous des tonnes de terre. Ça rendait Roy triste et furieux. Et même si maman Paula avait toutes les autorisations qu'il fallait, ce n'est pas parce qu'une chose est légale que ça la rend automatiquement juste. Roy n'avait pas encore tranché dans le conflit entre sa tête et son cœur. Il devait sûrement exister un moyen d'aider les oiseaux et le demi-frère de Béatrice sans enfreindre la loi. Il fallait qu'il trouve un plan. Un coup d'œil jeté par la fenêtre rappela à Roy que le temps filait. Les ombres s'étaient allongées, ce qui signifiait que le soleil se coucherait bientôt et que Doigt de Mulet entrerait en action. Avant de sortir, Roy passa la tête dans la cuisine où sa mère se penchait au-dessus du four. « Où vas-tu » lui demanda-t-elle. « Faire un tour de vélo. »« Encore ? Tu viens à peine de rentrer. »« À quelle heure on dîne ? Ça sent super bon. »« Le rôti, mon chéri, rien d'exceptionnel. Mais on ne dînera pas avant 7h30, 8h. Ton père a un 5 o'clock golf. »« Excellent » dit Roy. « Luman !»« Qu'est-ce que tu fabriques » lui cria-t-elle. « Roy !» Il pédala à toute vitesse jusqu'au bloc où habitait Dana Matterson et enchaîna sa bicyclette à un panneau de signalisation. S'approchant de la maison à pied, il se faufila à travers la haie dans le jardin sans se faire remarquer. Roy n'était pas assez grand pour distinguer quelque chose par les fenêtres. Il dut sauter et se retenir par le bout des doigts. Dans la première pièce, il aperçut une forme maigre et toute fripée, prostrée sur un canapé. Le père de Dana, se tenant sur le front, ce qui ressemblait à une poche de glace. Dans la deuxième pièce, c'était soit la mère de Dana, soit Dana en personne, affublée d'un pantalon rouge en stretch et d'une perruque mocharde. Roy conclut qu'il s'agissait plutôt de Mrs. Matterson, puisque la personne en question passait l'aspirateur. Il se laissa tomber sur le sol et se remit à ramper le long du mur jusqu'à la troisième fenêtre. Et là, pas de doute, c'était bien Dana. Il était vautré sur son lit, gros tas de flemme, en pantalon cargo crasseux et baskets délacées. Il était coiffé d'un casque stéréo et sa tête dodelinait avec la musique. Se dressant sur la pointe des pieds, Roy tapota la vitre de ses jointures. Dana ne l'entendit pas. Roy continua jusqu'à ce qu'un chien sur la véranda d'à côté se mette à aboyer. Quand Roy se hissa pour jeter à nouveau un œil dans la chambre, Dana le fusilla du regard. Il avait retiré son casque et articulait des mots que même un sourd-muet de fraîche date aurait pu déchiffrer. Roy, sourire aux lèvres, se laissa choir sur la pelouse et s'écarta légèrement de la maison Matterson. Puis il entreprit de faire quelque chose qui était tout sauf caractéristique d'un garçon extrêmement timide. Voici ce qu'il fit. Il salua avec vivacité, pivota sur les talons, laissa tomber son pantalon et se pencha en avant. Vu à l'envers, comme Roy la vit, la réaction de Dana, yeux écarquillés, suggérait qu'on ne lui avait jamais fait le salut à la lune, d'une façon aussi personnalisée. Il eut l'air insulté au plus haut point. Roy remonta calmement son pantalon, passa d'un pas détaché du côté de la façade et attendit que Dana, fou furieux, sorte comme une tornade. Ce ne fut pas long. Roy partit d'une bonne foulée. Dana, à 20 mètres derrière lui à peine, jurait en bredouillant des noms d'oiseaux. Roy savait qu'il courait plus vite que lui. Aussi modéra-t-il son allure. Il n'avait pas envie que Dana se décourage et renonce. Pourtant, au bout de 3 blocs seulement, il devint évident que Dana était en plus mauvaise forme encore que Roy ne l'avait calculé. Régulièrement, le souffle lui manquait et ses jurons de colère se dissolvaient en gémissements de fatigue, ses insultes en sifflements maladifs. En regardant derrière lui, Roy
vit Dana boiter de guingois en trottinant. Lamentable. L'endroit que voulait atteindre Roy était 800 mètres plus loin, mais il savait que Dana n'y arriverait pas sans un temps de repos. Cette pauvre tâche était à 2 doigts de tomber dans les pommes. Roy n'avait d'autre choix que de faire semblant de fatiguer lui aussi. Il courut de moins en moins vite, perdant du terrain au point que Dana trébucha pratiquement sur ses talons. Des mains moites qu'il connaissait bien s'abattirent sur sa nuque, mais Roy comprit que Dana était trop épuisée pour l'étrangler. Il essayait simplement d'éviter la chute. Peine perdue. Ils s'affalèrent en tas. Roy cloué en dessous, Dana haletait comme un cheval de labour en sueur. « Me fais pas mal, je me rends !» s'écria Roy, d'un ton flûté tout à fait convaincant. Dana avait la figure rouge comme un piment, et ses globes oculaires flottaient dans leurs orbites. « T'as gagné !» s'exclama Roy. Arrgh. Si Dana avait mauvaise haleine, son odeur corporelle était abominable. Roy détourna la tête pour prendre une goulée d'air frais. Sous eux, le sol était mou et la terre aussi noire que du charbon. Roy supposa qu'ils étaient tombés dans un jardin. Ils restèrent allongés une éternité, lui sembla-t-il, pendant que Dana récupérait de la poursuite. Roy se sentait écrabouillé et mal à l'aise, mais il était inutile de tenter de se libérer en se contorsionnant. Dana était un poids mort. Bientôt, il se remua, resserra sa prise sur Roy et lui dit « Maintenant, je vais te botter le cul, Eberhard. »« Pas ça, s'il te plaît. Tu m'as fait une lune. C'était pour rire, je regrette vraiment. »« Eh oh, tu fais une lune à un mec, toi, et basta comme ça? Je vais te botter le cul, moi. »« Je comprends que tu sois en pétard, dit Roy. Dana le frappa dans les côtes, mais sans beaucoup de force. « Tu trouves ça marrant, maintenant, cowgirl ?» Roy fit non de la tête, faisant mine d'avoir mal. Dana eut un large sourire malveillant. Il avait les crocs jaunes d'un vieux chien de ferme. S'agenouillant sur la poitrine de Roy, il se redressa pour le frapper à nouveau. « Attends !» glapit Roy. « Pourquoi faire ? Béatrice le Bulldog n'est pas là pour sauver ta peau cette fois. »« Des clopes !» fit Roy, en chuchotant d'un ton confidentiel. Dana baissa son poing. « Qu'est-ce que t'as dit ? » « Je connais l'emplacement d'un carton de cigarettes. Si tu promets de ne pas me dérouiller, je te montrerai. »« Quelle cigarette ?» Roy n'avait pas songé à ce détail en montant son bateau. Il n'avait pas pensé que Dana chipoterait sur la marque des clopes. « Des gladiators », répondit Roy, qui se rappelait avoir vu ce nom sur une pub dans un magazine. « Gold ou light ?»« Gold. »« Pas Posse !» s'exclama Dana. « Si, Posse, » dit Roy. L'expression de Dana n'était pas difficile à déchiffrer. Il calculait déjà de garder une partie des cigarettes pour lui et de vendre le reste à ses potes en faisant un juteux bénéfice. « Elles sont où ?» Il dégringola de Roy et le remit en position assise en le tirant. « Dis-moi. Faut d'abord que tu me promettes de pas me dérouiller. »« Dac, mec, promis. Plus jamais, dit Roy. Jusqu'à la fin des temps. »« Ouais, comme tu voudras. »« Je veux te l'entendre dire. » Dana éclata d'un rire condescendant. « Très bien, cowgirl de mon cœur. Je te rebotterai plus jamais, jamais, ton pauvre petit cul. Ok ? Je te le jure sur la tombe de mon père. Ça te va comme ça ? Ton père est encore en vie, souligna Roy. Alors je jure sur celle de Nathalie. Et maintenant, tu vas me dire où sont planqués ces gladiateurs gold et je plaisante pas. C'est qui Nathalie ? Demanda Roy. La perruche de ma mère, c'est le seul mort que je connais. Je pense que ça ira. En se basant sur ce qu'il avait vu de la maisonnée Matterson, Roy, mal à l'aise, eut le sentiment que la pauvre Nathalie n'était pas morte de mort naturelle. « Alors, c'est cool ?» demanda Dana. « Ouais, » fit Roy. Il était temps de se débarrasser de ce gros débile. Le soleil avait sombré dans le golfe et les lampadaires s'allumaient. Il y a un terrain vague au carrefour de Woodbury et d'Oriole Est. Ouais. Dans un coin, il y a une caravane. C'est là que les cigarettes sont planquées. Excellent. Un plat carton, fit Dana, avec avidité. Mais comment ça se fait que tu sois au courant ? Parce que moi et mes amis, on les a cachés. On les a piqués dans un camion, dans la réserve Séminole. Toi ? Ouais, moi. C'était un bobard assez crédible, songeait Roy. La tribu indienne vendait du tabac détaxé et, à des kilomètres à la ronde, les fumeurs venaient y faire des stocks. Où ça dans la caravane ? Demanda Dana. Tu peux pas les rater, fit Roy, mais si tu veux, je te montrerai.
Dana renifla de mépris. Non merci, je trouverai. Il planta 2 doigts dans la poitrine de Roy et poussa fort. Ce dernier s'effondra en arrière, dans la plate-bande, sa tête venant reposer dans le même creux du sol. Il attendit 1 minute ou 2 avant de se relever et de se brosser de la main. À ce moment-là, Dana avait disparu depuis longtemps. Le contraire aurait déçu Roy. Le frisé passa la nuit du vendredi, non sans désagrément personnel. Le samedi matin aux aurores, il se rendit en voiture à la quincaillerie la plus proche pour acheter une nouvelle cuvette de WC robuste pour la caravane, plus une dizaine de pièges à rats, vraiment Maos. Il s'arrêta ensuite au vidéoclub et loua un film au cas où la télé, par câble, le laisserait à nouveau en rade. De là, il passa chez lui où sa femme lui apprit qu'elle aurait besoin du pick-up puisque sa mère prenait l'autre voiture pour aller jouer au bingo. Le frisé n'aimait pas qu'autrui conduise son pick-up, aussi boudait-il quand sa femme le déposa à la caravane. Avant de s'installer devant la télévision, le frisé sortit son arme et inspecta rapidement les lieux. Rien ne semblait avoir été dérangé, Jalon compris. Il commençait à croire que sa présence tenait en effet les intrus à l'écart du site du chantier. Ce soir servirait de véritable test. Sans le pick-up garé près de la caravane, l'endroit paraîtrait désert et tentant. En franchissant la clôture, le frisé fut ravi de ne tomber sur aucun mocassin bouche de coton, ce qui signifiait qu'il pouvait conserver ses 5 balles restantes pour de graves menaces à sa sécurité, tout en ne souhaitant pas répéter son fiasco, éprouvant pour les nerfs avec le mulot. Déterminé à décourager les rongeurs indésirables, le frisé appâta les pièges à rats avec du beurre de cacahuète et les disposa à des endroits stratégiques à l'extérieur de la caravane. Vers 5 heures de l'après-midi, il se fit chauffer au micro-ondes, un dîner surgelé et enfourna la cassette dans le magnétoscope. Le friand à la dinde n'était pas si mauvais et le clafoutis se révéla, ô surprise, savoureux. Le frisé n'en laissa pas une miette. Malheureusement, le film fut une déception. Intitulé La dernière maison sur Sorcellerie Boulevard 3, l'une de ses costards n'était autre que Kimberly Lou Dixon. Un employé du vidéoclub avait aidé le frisé à dénicher le film, sorti il y avait plusieurs années, avant que Kimberly Lou Dixon n'ait signé pour les spots télé de Maman Paula. Le frisé supposa que c'était son premier rôle à Hollywood après avoir arrêté les défilés de beauté. Dans le film, Kimberly Lou jouait une jolie pom-pom girl universitaire qui, devenue sorcière après qu'on lui eut jeté un sort, faisait bouillir les joueurs de foot vedettes de son université dans un chaudron au sous-sol de sa maison. Les cheveux teints en rouge feu pour le rôle, elle portait un faux nez avec une verrue en caoutchouc au bout. Le jeu des acteurs était plutôt nul et les effets spéciaux ringards. Aussi le frisé alla-t-il, à la fin de la cassette, en avance rapide. Dans la dernière séquence, le quarterback, beau mec rescapé du chaudron, balançait une sorte de poudre magique sur Kimberly Lou Dixon qui, de sorcière, redevenait une jolie pom-pom girl avant de lui tomber dans les bras. Alors, au moment où le joueur de foot allait l'embrasser, elle se transformait en iguane mort. Le frisé éteignit le magnétoscope, dégoûté. Il décida que si jamais il rencontrait Kimberly Lou Dixon en chair et en os, il passerait sous silence la dernière maison sur Sorcellerie Boulevard 3. En zappant sur le câble, il tomba sur un tournoi de golf qui l'endormit à demi. Le premier prix avait beau être d'1 million de dollars plus une bique neuve, le frisé ne réussit quand même pas à garder les yeux ouverts. Quand il se réveilla, il faisait nuit noire. Un bruit l'avait tiré en sursaut de son roupillon, mais il ne savait pas trop ce que c'était. Soudain, il l'entendit encore « clac ». Aussitôt, un cri retentit. Peut-être humain, mais le frisé ne l'aurait pas juré. Il coupa le son de la télé et attrapa son arme. Quelque chose, un bras, un poing, tapait contre le flanc en aluminium de la caravane. Puis vint un autre « clac » ponctué par un juron étouffé. Le frisé gagna la porte sur la pointe des pieds et attendit. Son cœur cognait si fort qu'il eut peur que l'intrus ne l'entende. À peine se mit-on à tripoter le bouton de la porte que le frisé passa à l'action, l'épaule en avant, poussant le rugissement d'un marine, il se précipita hors de la caravane en arrachant la porte de ses gonds. L'intrus poussa un cri en touchant le sol, comme une masse. Le frisé l'y cloua
de sa lourde botte au milieu du corps. « Bouge pas !»« Je bougerai pas, je bougerai pas, je bougerai pas !» Le frisé abaissa le canon de son arme. À la lumière de la caravane, il s'aperçut que le cambrioleur n'était qu'un gamin, grand et bien en chair. Il avait trébuché accidentellement sur les pièges à rats et en avait 2 attachés de traviole à ses baskets. « Ça doit faire mal, » songea le frisé. « Tirez pas !» cria le gosse. « Oh, la ferme !» Le frisé fourra le calibre 38 dans sa ceinture. « C'est quoi ton nom, fiston ?»« Roy. Roy Eberhardt. »« Ben, t'es pas qu'un peu dans le caca, Roy. »« Pardon, monsieur. S'il vous plaît, appelez pas les flics, dac ?» Le garçon se mit à gigoter. Aussi le frisé appuya-t-il plus fort avec sa botte. Regardant à l'autre bout du terrain, il remarqua qu'on avait brisé le cadenas du portail avec un parpaing très lourd. « T'as dû te croire très malin, fit-il, à te faufiler ici et à en ressortir comme ça te chantait. Je te retiens, toi et ton sens de l'humour, gros fut-fut. » Le garçon releva la tête. « De quoi vous parlez ? Joue pas au débile, Roy. C'est toi qui as arraché tous les jalons. C'est toi qui as mis des crocos dans les WC voyageurs. »« Quoi ? C'est dingue, monsieur. Et qui a bombé la bagnole de flic. Pas étonnant que tu veuilles pas que j'appelle la police. » Le frisé se pencha plus près. « C'est quoi ton problème, mon garçon ? T'as une dent contre maman Paula ? Pour être franc, t'as plutôt le look d'un amateur de crêpes, mon gars. »« Ouais, j'adore les crêpes. »« Alors, c'est quoi ce plan, fil frisé ? Pourquoi tu fais tout ça ? » ?»« Mais... je suis jamais venu ici avant. » Le frisé retira son pied du ventre du gamin. « Allez, mon garçon, lève-toi. » Le jeune lui prit la main, mais au lieu de laisser le frisé l'aider à se remettre debout, il le tira vers le sol. Le frisé se débrouilla pour entourer d'un bras le cou du gamin, mais ce dernier se libéra d'une torsion et lui jeta une poignée de terre en plein visage. « Tout juste comme dans ce film débile, » se dit le frisé, piteux, en se frottant les yeux, « sauf que je vais pas me transformer en pom-pom girl. » Il dégagea son champ de vision du reste de terre, à temps pour voir le garçon s'enfuir, les pièges à rats faisant un bruit de castagnette au bout de ses pompes. Le frisé tenta de le poursuivre, mais n'avait pas fait 5 pas qu'il se prenait le pied dans un terrier de chouette et s'étalait de tout son long. « Je t'aurai, Roy !» beugla-t-il dans le noir. « Ta chance a tourné, petit !»